Bonjour à tous. Bienvenue à cette journée de la création d'entreprise. Une nouvelle édition qui commence aujourd'hui. Vous pourrez aborder différents sujets aujourd'hui. Déjà, je vais vérifier, est-ce que tout le monde, normalement, je pense que tout le monde m'entend. Ça a l'air d'être bon pour le son. Donc, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde arrive. On va commencer à 9 heures pile. Juste pour information, j'anticipe vos questions. Vous aurez accès au replay de cette formation, de cette conférence à la fin de la semaine, et vous aurez aussi tous les supports qui vous seront envoyés aussi dans la journée par rapport aux différentes conférences que vous avez suivies. Vous avez tout la possibilité de poser des questions dans l'interface Zoom. En bas, normalement, vous avez questions-réponses. Et le but, c'est que vous posiez vos questions. On y répondra directement dans le chat ou on pourra y répondre aussi à la fin, de la conférence. Alors, oui, vous pourrez avoir accès au replay, des formations que vous n'avez pas suivies. Alors, bienvenue à tous. La conférence, l'atelier va commencer. La conférence qui s'intitule Exploiter votre expertise et créer votre activité de formation. Donc, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez créer votre activité de formation, devenir formateur ou créer votre organisme de formation. Je vais vous présenter rapidement une introduction. Je vais vous présenter Sénabou d'abord, qui intervient aujourd'hui avec nous. Donc, Sénabou qui est formatrice chez Créactif et qui intervient sur les formations à destination des formateurs, des organismes de formation. Donc, qui est là pour vous aider à développer votre activité de formation. Donc, si vous rejoignez notre module de formation, vous aurez de grandes chances de la croiser pour vous accompagner dans votre projet. Je rappelle que si vous inscrivez à une de nos formations, aujourd'hui, vous avez le droit à 2 heures d'accompagnement individuel supplémentaire. N'hésitez pas à profiter de cette offre et vous inscrire directement. Maintenant, je vais vous présenter Créactif. Donc Créactif, nous on est organisme de formation maintenant depuis 2010. On a formé plus de 35 000 entrepreneurs. Ça fait quand même un peu de monde depuis. On propose des parcours de formation qui sont sur mesure, adaptés à vos attentes et à vos besoins. Donc le but c'est vraiment de vous accompagner avec des consultants formateurs qui sont là, qui connaissent les sujets, quelle que soit la thématique de formation. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans la création et le développement d'entreprises. Le but est de vous accompagner sur ces sujets et de vous permettre d'atteindre vos objectifs et de lancer vos projets. Ces formations, elles sont éligibles aux différents dispositifs de prise en charge. Vous pouvez trouver un financement dans 99% des cas. Et 100% des formations sont conçues et animées par des entrepreneurs. Nos formateurs entrepreneurs qui ont tous créé leur entreprise, donc ils savent de quoi ils parlent. Les formations ont lieu à distance, que vous soyez en France métropolitaine, pardon, ou dans les DROM-COM, vous pouvez suivre ces formations. Je vais maintenant laisser la parole à Sénabou qui va commencer l'atelier. Bonjour tout le monde. Maintenant que vous connaissez le cadre, je vous propose un rapide tour d'horizon de ce que nous allons explorer ensemble. Nous allons commencer par définir le métier de formateur indépendant pour bien comprendre les réalités du terrain, les rôles à endosser et les opportunités qu'il offre. Ensuite, nous verrons comment construire un business model solide, quelle offre proposer, comment fixer ses tarifs, évaluer ses charges et se positionner dans un marché concurrentiel. On abordera aussi la création d'une formation, des objectifs au support, en passant par la méthode pour poser des bases claires et concrètes.
Puis, on parlera de l'animation, parce que concevoir, c'est bien, mais faire vivre une formation, c'est encore autre chose. Je vous partagerai les clés pour captiver vos apprenants, que ce soit en salle ou en visio. Et enfin, on terminera avec la communication, parce qu'une bonne offre ne suffit pas. Il faut la rendre visible. Et je vous donnerai des pistes simples pour vous faire connaître et attirer vos premiers clients. Alors, commençons par la première grande question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être formateur indépendant? Ce n'est pas juste transmettre un savoir, c'est un métier à part entière qui demande à la fois des compétences pédagogiques et entrepreneuriales. On conçoit des parcours, on anime des sessions, on accompagne les apprenants et on gère aussi la partie commerciale, administrative et stratégique. En bref, on est pédagogue et chef d'entreprise. Et bonne nouvelle, pas besoin d'un parcours académique pour se lancer. Ce métier est accessible à toute personne ayant une expertise, l'envie de transmettre et une posture d'accompagnant. Quand on pense formateur, on imagine souvent quelqu'un qui parle devant un groupe. En réalité, c'est bien plus que ça. Le formateur indépendant, il cumule plusieurs rôles. Il crée des formations claires et structurées. Ça demande de penser au rythme, à l'équilibre théorie-pratique et au bon format pédagogique. Il les anime en présentiel ou à distance, en gardant l'attention, en gérant les échanges, les blocages. C'est un vrai travail d'animation. Et il évalue les compétences, pas seulement pour cocher des cases, mais pour s'assurer que les participants repartent avec du concret. Quiz, cas pratique, pardon, auto-évaluation, tout est bon pour mesurer l'impact. Dernier point essentiel, l'adaptabilité. Chaque groupe est différent, il faut donc varier ses approches, ses outils, son ton. C'est ce qui transforme une formation et une vraie expérience d'apprentissage. Ensuite, côté opportunité, on compte aujourd'hui 15 750 formateurs indépendants en France. C'est peu, 3% du marché. Mais ça veut dire qu'il y a de la place. Le chiffre d'affaires moyen, environ 28 000 euros. Ça peut sembler modeste, mais c'est souvent une base. Beaucoup démarrent à temps partiel, puis développent leur activité au fil du temps en se spécialisant ou en créant leur propre organisme. Comme tout métier, être formateur indépendant a ses points forts et ses défis. L'idée ici, c'est de vous donner une vision lucide pour vous projeter sereinement. Côté avantage, d'abord, la flexibilité. Vous choisissez vos horaires, vos formats, vos périodes de travail. C'est un vrai luxe, surtout pour concilier vie pro et vie perso. Ensuite, le potentiel de revenus. Le marché de la formation est en croissance. Entreprise, reconversion, nouvelles compétences. Il y a de la demande et on peut diversifier ses sources. Formation en direct, en ligne, coaching, partenariat. Et puis, il y a la satisfaction professionnelle. Former, c'est transmettre, aider à grandir, voir les progrès concrets. C'est un métier où l'on se sent utile. Et ça n'a pas de prix. Côté inconvénient, bien sûr, tout n'est pas simple. Le premier défi, c'est l'instabilité des revenus. Et il peut y avoir des hauts et des bas, et surtout au début. D'où l'importance d'anticiper, de lisser son activité et de ne pas dépendre d'un seul client. Autre point, la gestion administrative. En tant qu'indépendant, vous êtes aussi votre propre gestionnaire. Devis, factures, obligations légales, communication. Cela prend du temps, mais bonne nouvelle, ça s'apprend et certaines tâches peuvent être déléguées. En résumé, ce métier demande de l'autonomie, de l'adaptation et une vraie organisation. Mais il offre une belle liberté et un impact concret. Le tout, c'est de ne pas le fantasmer, pardon, mais de le structurer. Maintenant qu'on a posé les bases du métier, entrons dans le cœur du sujet. Comment vivre de cette activité? Autrement dit, comment construire un business model solide quand on est formateur indépendant? Construire un business model solide, ça commence par une offre claire et utile. Et pour la définir, il faut se poser les bonnes questions. La première, quelles sont vos compétences clés? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Expliquer facilement, transmettre naturellement, technique, comportementale ou sectorielle. Listez vos zones de force. Ensuite, la deuxième question, pourquoi vous et pas un autre? C'est ici qu'on parle de proposition de valeur. Ce qui vous distingue, une expérience terrain, une approche pédagogique, une expertise double. Soyez au clair sur votre valeur ajoutée. Ensuite, combien de personnes pouvez-vous gérer? Plutôt un coaching individuel, petit groupe ou dynamique de 15 à 20 personnes. Ça conditionne vos formats et votre modèle de facturation. Puis, quelle déclinaison possible pour vos formations? Une même expertise peut se transformer en formation courte ou longue, présentielle ou distancielle, pack ou module à la carte. Pensez à adaptabilité et lisibilité. Ensuite, pour continuer, quelle est votre cible? Indépendant, salarié en conversion, entreprise? Plus elle est précise, plus votre message sera percutant. Et enfin, quels sont leurs besoins réels? Un savoir-faire, un emploi, un diplôme? Mettez-vous à leur place. C'est la clé pour concevoir une offre vraiment utile et vendable. En résumé, ces 6 questions sont la base d'un positionnement solide, d'une offre claire et d'une activité alignée avec le marché. Maintenant que vous avez commencé à réfléchir à votre offre, passons à un autre pilier du business model, votre marché. Autrement dit, à qui allez-vous vendre cette offre? Où?
et dans quel environnement concurrentiel vous allez évoluer. Quelle est votre cible? Prenez du recul sur plusieurs critères. La taille, visez-vous une niche spécifique ou un marché plus large? B2B ou B2C? Parlez-vous à des particuliers qui financent eux-mêmes ou à des entreprises qui forment leur équipe? La localisation, travaillez-vous localement ou en ligne, donc potentiellement partout? La catégorie socio-professionnelle, quel est le niveau d'études, d'expérience ou les moyens financiers de votre cible? Et enfin, les besoins, les objectifs. Est-ce une montée en compétences, une reconversion, un diplôme ou autre? Plus vous les comprenez, plus vous serez pertinent. Ensuite, qui sont vos concurrents? L'objectif, ce n'est pas de copier, mais de vous positionner clairement. Sont-ils nombreux? Faites une petite recherche, tapez votre thématique plus formation sur Google, regardez les premiers résultats. Demandez-vous, est-ce que ce marché est saturé ou au contraire encore peu couvert? Ensuite, indépendants ou organismes. Vos concurrents sont-ils des formateurs comme vous ou plutôt des organismes structurés avec des moyens importants? Dans les deux cas, vous pouvez coexister, mais vous n'allez pas vous positionner de la même façon. Leur offre, observez leur programme, leur format, leurs tarifs, leur communication. L'objectif ici n'est pas de copier, mais de comprendre comment vous pouvez vous démarquer. Maintenant que vous avez défini votre offre et que vous connaissez votre marché, il est temps d'aborder un point clé, souvent redouté, le prix. Et dans notre métier de formateur indépendant, ce prix s'exprime par un indicateur essentiel, le TJM, ou tarif journalier moyen. Alors concrètement, c'est quoi le TJM? C'est tout simplement le tarif hors taxe que vous allez proposer à un client pour une journée de formation. Il doit vous permettre de couvrir vos charges, de vous rémunérer correctement et de faire en sorte que votre activité soit viable dans le temps. À quoi ça sert le TGM? Le TGM n'est pas figé. C'est une base de négociation. Il peut varier selon plusieurs critères, la complexité de la mission, le format choisi, en présentiel ou à distance, ou encore le nombre de participants. Mais ce TGM ne doit pas être fixé au hasard, ni copié sur celui des autres. Il doit partir de vous, de vos objectifs, de vos besoins, de votre contexte. Attention au prix trop bas. Je sais que quand on démarre, on est parfois tenté de baisser ses tarifs pour décrocher ses premières missions. Mais un prix trop bas envoie un signal de faible valeur. Et à terme, c'est tout le marché qui s'en ressent. L'idée, c'est de vous positionner justement et d'apprendre à dire non quand ce n'est pas rentable. Cela n'empêche pas une certaine souplesse, bien sûr. On peut accorder un tarif réduit à un client régulier ou au contraire majorer si la mission est ponctuelle ou lointaine. En résumé, fixer son TGM, ce n'est pas juste donner un prix, c'est un acte stratégique. C'est ce qui va structurer votre positionnement, votre valeur perçue et votre rentabilité. Maintenant que vous savez ce qu'est le TGM, passons à la pratique. Comment le calculer? Ce n'est pas compliqué et cela vous donne tout de suite une vision claire de vos besoins financiers. L'étape 1, évaluez le salaire que vous souhaitez vous verser. Posez-vous une question essentielle. Combien souhaitez-vous gagner chaque mois en net pour vivre confortablement et couvrir vos besoins? Adaptez ce montant à votre niveau de vie, votre expérience et le marché. Ensuite, ajoutez vos charges. Cotisations sociales, environ 25 à 45% selon votre statut. Assurance pro, outils, matériel, licence, frais de mission, temps non facturé. Cela vous donne un objectif de chiffre d'affaires mensuel global. Ensuite, l'étape 2, c'est diviser par le nombre de jours facturables. Attention, ici, on ne travaille pas 20 jours par mois en tant que formateur indépendant. Il faut intégrer le temps de conception de la formation, la prospection commerciale, l'administratif, les périodes de creux ou de repos. En résumé, on part de ses besoins réels, pas d'un chiffre au hasard. Le TGM est ajustable, structurant et stratégique. C'est un outil de pilotage, pas une limite rigide. Donc jusqu'ici, on a parlé de vous, votre posture, votre marché, vos tarifs. Maintenant, place à votre outil principal, la formation. Avant de concevoir vos contenus ou animations, une étape est incontournable, comprendre les besoins de vos apprenants. On appelle cela le diagnostic pédagogique. C'est ce qui garantit que votre formation sera réellement utile, adaptée et impactante. Trois éléments clés à identifier avant de construire. La première, c'est les compétences à acquérir. Qu'est-ce que vos apprenants veulent réellement développer? Technique, comportement, posture, creuser pour comprendre leurs vrais objectifs. Ensuite, le niveau de départ. Ils ont déjà des acquis. Il faut les repérer pour éviter de répéter ou de viser trop haut. Un test, un entretien ou un simple échange peuvent suffire. Et enfin, leur contexte professionnel. Quels outils utilisent-ils? Quelles contraintes visent-ils? Ces éléments orienteront vos exemples, vos cas pratiques, votre ton. Donc, à retenir, avant de construire une formation efficace, connectez-vous à vos apprenants. Une formation efficace ne se contente pas de transmettre du contenu, elle transforme les pratiques et reste en mémoire. Pour ça, quatre leviers essentiels. Le premier, identifier les compétences à fort impact. Posez-vous la question, en quoi ce que je transmets aide concrètement mes apprenants? Co-construisez avec eux, adaptez vos cas pratiques, ajustez en temps réel.
Ensuite, formulez des objectifs pédagogiques clairs. Appuyez-vous sur la taxonomie de Bloom pour viser juste. Un bon objectif, c'est une boussole pour vous et vos apprenants. Puis, structurez une progression logique, comme une histoire bien racontée. Pas de surcharge, mais des étapes claires. Construisez avec des paliers, validez les acquis au fil de l'eau. Et enfin, impliquez vos apprenants activement. On apprend en faisant, pas en écoutant passivement. Ateliers, jeux de rôle, quiz, simulation. Même en ligne, soyez interactifs. En résumé, pour que votre formation ait un vrai impact, pensez à l'apprenant comme un co-acteur de sa montée en compétences. La méthode ADI, c'est une méthode incontournable en pédagogie. Elle permet une analyse approfondie et une vision globale avant toute création de contenu. Contrairement au réflexe de produire immédiatement des supports, la méthode ADI incite à prendre du recul, à bien comprendre les attentes réelles du client ou des apprenants. Maintenant qu'on a vu pourquoi ADI est si précieuse, voyons comment elle s'applique concrètement en 5 grandes étapes. La première, c'est l'analyse. On commence par comprendre à qui on s'adresse, qui sont les apprenants, leurs objectifs, leurs freins, leur contexte. Une formation sans analyse, c'est comme construire une maison sans plan. Ensuite, 2, le design. C'est la phase de conception pédagogique. On définit les objectifs, la progression, les méthodes. Est-ce qu'on fait du jeu, de l'étude de cas, du e-learning? Tout se structure ici. Ensuite, la troisième étape, c'est le développement. On crée les supports, présentations, vidéos, quiz, plateformes. C'est la partie créative, mais toujours guidée par le design établi. Puis, l'implémentation. On déploie la formation, en présentiel ou à distance, et on ajuste en direct en fonction des réactions du groupe. Et enfin, l'évaluation. On mesure l'impact réel. Est-ce que les objectifs sont atteints? Qu'est-ce que les apprenants retiennent et appliquent? Et on prend aussi le temps de s'auto-évaluer pour progresser. En résumé, la méthode ADI, je dirais, vous structure, vous guide et crédibilise votre posture de formateur. Donc jusqu'ici, on a posé les bases, analyser, concevoir. Maintenant, on entre dans le cœur de l'action, animer une formation. Pour bien animer une formation, on peut s'appuyer sur des méthodes éprouvées, comme ici la méthode SAVI, développée par Jacques Pouillot. C'est une démarche centrée sur l'apprentissage actif. Elle repose sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier est sécurisé. Avant tout, il faut créer un cadre bienveillant. Sans sécurité, pas d'engagement. Un climat sans jugement permet aux apprenants de s'exprimer librement. Le deuxième pilier est rendre acteur. L'apprenant ne doit pas être passif. À vous de le faire participer. Quiz, jeu de rôle, étude de cas. Il doit co-construire l'apprentissage avec vous. Le troisième acteur est valoriser. Chaque effort compte. Une reconnaissance sincère motive, renforce la confiance et pousse à aller plus loin. Et enfin, impliquez-les dans la mise en pratique. Projet, cas concret, simulation. C'est là que l'apprentissage prend tout son sens. Avec sa vie, vous passez de formateur à facilitateur d'une expérience d'apprentissage vivante et engageante. On commence avec le premier pilier de la méthode SAVI, sécuriser. Physiquement, cela veut dire garantir un espace adapté, confortable, sans danger, avec un matériel conforme et un environnement propice. Émotionnellement, il s'agit surtout de créer un climat de confiance. Les apprenants doivent se sentir libres de s'exprimer, sans crainte d'être jugés. C'est au formateur de poser ce cadre bienveillant, dès les premières minutes. Accueil, écoute, respect mutuel, c'est dans cette sécurité-là que l'engagement commence. Une fois que les apprenants sont en confiance, il faut les faire passer à l'action. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas de simples spectateurs, mais bien acteurs de leur apprentissage. Comment fait-on? En les amenant à poser des questions, à faire des mini-présentations et surtout à partager leur expérience. Dès qu'ils prennent part, qu'ils échangent, qu'ils reformulent, ils s'approprient les contenus. Et c'est là que la formation prend vie et qu'elle devient concrète, utile et surtout mémorable. Une fois que les apprenants sont actifs, il est essentiel de valoriser leurs efforts et de les impliquer concrètement. Valoriser, c'est reconnaître les progrès, même petits, et encourager par des retours positifs. Inviter à s'auto-évaluer. Cela développe leur autonomie et leur regard critique. Et bien sûr, rester bienveillant. Un bon feedback soutient, ils ne jugent pas. Impliquer. Faites-les mettre en pratique à travers des cas concrets, des mises en situation ou des ateliers. Plus ils appliquent, plus l'apprentissage s'ancre. En résumé, valoriser et impliquer, c'est donner du sens à leur effort et les inscrire dans une dynamique durable. On entre maintenant dans une partie incontournable, la formation à distance. Avec la digitalisation des outils, elle est devenue la norme, que ce soit en appui du présentiel ou comme une modalité principale. Pour que votre formation à distance soit efficace et engageante,
Il ne suffit pas d'avoir une bonne connexion Internet. Il faut créer une expérience complète, pensée pour ce format. Utilisez des outils technologiques adaptés. Choisissez des plateformes intuitives et fiables, comme Zoom, Teams, Klaxoon, Google Workspace. Ensuite, créez un environnement d'apprentissage stimulant. Même à distance, l'environnement compte. Variez les supports, vidéos, quiz, études de cas, supports téléchargeables. L'idée est de capter l'attention et de maintenir la curiosité. Puis, créer des interactions et un sentiment de groupe. À distance, l'isolement peut vite s'installer. Il est donc essentiel de favoriser les échanges en petits groupes, en binôme, via des chats ou forums. Puis, restez flexible et disponible pour répondre aux questions. La souplesse est la clé. Chacun a son rythme et ses contraintes techniques. Offrez des canaux de communication, email, chat, forum, visio dédiés aux questions. Et enfin, mettez en place des jeux pour favoriser l'engagement. Gamifiez, utilisez des quiz compétitifs, des challenges, des badges ou classements pour stimuler la participation. L'objectif est de rendre l'apprentissage vivant et motivant. En résumé, à distance, vous êtes plus qu'un formateur, vous êtes aussi un animateur, un facilitateur et un accompagnateur. Et tout ça, ça se prépare. On a vu ensemble comment construire et animer une formation. Mais si personne ne connaît votre offre, cela ne sert à rien. La dernière étape, et non des moindres, c'est la communication. Quel réseau pour un formateur? Aujourd'hui, communiquer sur les réseaux sociaux est indispensable pour tout formateur indépendant. Mais une question revient souvent. Sur quel réseau faut-il être présent? En France, plus de 52 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux, soit plus de 92% des internautes. Une opportunité immense pour tout formateur de gagner en visibilité. Les plus utilisés sont YouTube, WhatsApp, Facebook et LinkedIn, le réseau professionnel par excellence. Ce qu'il faut le retenir, ne cherchez pas à être partout. Choisissez un à deux réseaux adaptés à votre cible et soignez votre présence. Une fois vos réseaux sociaux choisis, il ne suffit pas de publier de manière spontanée ou hasardeuse. Il est crucial de bâtir une stratégie éditoriale solide qui reflète votre identité professionnelle et serve vos objectifs de visibilité. Je vous propose une méthode simple en 4 étapes clés pour structurer votre communication. Donc la première, analysez vos concurrents. Commencez par observer ce que font les autres, formateurs ou structures dans votre domaine. Quels visuels ils utilisent, quelles couleurs dominent, quels messages ou valeurs véhiculent-ils, mais surtout, qu'est-ce qui vous différencie d'eux. Ensuite, définissez votre cible. Parlez à la bonne personne. Pour cela, identifiez clairement votre audience. Quel est leur âge, leur secteur, où vivent-ils, quelles sont leurs attentes, leurs freins, leurs motivations. Plus votre message est ciblé, plus il est impactant. Ensuite, inspirez-vous des tendances. Pour rester moderne et attractif, suivez l'évolution du design, quelques blogs de référence, les couleurs Pantone de l'année, ou même les grandes marques qui actualisent régulièrement leur identité visuelle peuvent vous inspirer. Mais attention, on s'inspire, on ne copie pas. Et enfin, créez votre charte graphique. Dernière étape, mais pas des moindres, formalisez votre univers visuel. Choisissez vos couleurs, votre logo, votre typographie. L'objectif, être cohérent, reconnaissable et professionnel. En résumé, les stratégies éditoriales claires vous rendent plus régulier, plus visible et surtout plus crédible. C'est ainsi que vous bâtirez une véritable communauté autour de votre offre de formation. Aujourd'hui, que vous soyez formateur indépendant ou organisme de formation, avoir un compte professionnel sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il vous offre des fonctionnalités puissantes qu'un compte personnel ne propose pas. Donc, ça passe par la communication facilitée, vos contacts sont visibles, email, téléphone, site, et vous pouvez ajouter des boutons d'action comme réserver ou s'inscrire. Statistiques utiles, vous accédez à des données sur vos audiences et vos publications pour adapter votre contenu. Le lien dans les stories, vous pouvez insérer des liens cliquables vers vos pages d'inscription, contenu ou événements. Et enfin, la publicité ciblée. Vous pouvez promouvoir vos offres de formation à un public spécifique avec un budget maîtrisé. En résumé, le compte pro, c'est un levier puissant pour passer à une communication plus professionnelle et efficace. Pour que vos contenus soient visibles et efficaces sur les réseaux, appuyez-vous sur la règle des 4 C. Ces 4 piliers vous aident à structurer votre communication digitale de manière cohérente et performante. On commence avec les 2 premiers. Contenu. C'est la base. Il doit apporter une vraie valeur à votre audience. Conseils, méthodes, retours d'expérience, tout en reflétant votre style et votre positionnement. L'objectif, la qualité avant la quantité. Ensuite, le contexte. Même un bon contenu peut passer à côté de sa cible s'il est mal diffusé.
Analysez les moments où votre audience est la plus active et adaptez le format à chaque plateforme. Le mot-clé ici, c'est le bon timing. Voyons maintenant les deux derniers, tout aussi essentiels. Continuité. Une bonne communication ne se fait pas en une fois. Elle doit s'inscrire dans la durée. Puis publier une fois, puis disparaître, ça ne marche pas. Il faut créer un rythme pour fidéliser votre audience. Le mot-clé ici, c'est régularité. Un calendrier éditorial peut vraiment vous aider à rester constant. Et enfin, connectivité. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour parler seuls. Répondez aux commentaires, posez des questions, montrez que vous êtes à l'écoute. Cette interaction crée de la proximité et de l'engagement. Le mot-clé ici, ce serait modération. Soyez présent, réactif et bienveillant. En résumé, les 4 C, contenu, contexte, continuité, connectivité, sont la base d'une communication efficace. Si l'un manque, les résultats s'en ressentent. Cette slide résume les pratiques à adopter et les erreurs à éviter quand on communique sur les réseaux sociaux, notamment dans un cadre professionnel ou de formation. Alors, ce qu'il faut faire, maintenez une fréquence de publication, soyez constant. Cela rassure votre communauté et montre que vous êtes actif. Publiez au bon moment, analysez les heures où votre audience est connectée, souvent le matin ou le midi selon les réseaux. La ligne éditoriale cohérente, un ton, un style visuel, une ligne directive claire. Suscitez l'engagement, posez des questions, lancez des sondages, invitez à commenter. Apportez de la valeur. Chaque contenu doit apporter quelque chose, un conseil, une actu, une inspiration. Soignez votre feed, surtout sur Instagram. Le visuel reste clé. Harmonisez vos visuels. Développez votre personal branding. Montrez qui vous êtes. Les gens suivent des personnes, pas des logos. Utilisez les hashtags intelligemment, pas en excès, mais pour cibler et référencer votre contenu. Et ce qu'il faut éviter, ne mélangez pas perso et pro. Gardez une ligne claire. Cela évite les confusions et les maladresses. Évitez le contenu trop complexe ou confus. Trop d'infos, trop de hashtags, perte de visibilité. Ne publiez pas juste pour poster. Chaque publication doit avoir un objectif clair. N'oubliez pas les call to action. Incitez votre audience à liker, à commenter, à cliquer et à partager. Pas de plagiat, c'est une question d'éthique, mais aussi de crédibilité. Évitez les mauvaises pratiques, boot, achat de likes ou follow unfollow, nuisent à votre image. Et enfin, suivez vos stats. Les données vous aident à ajuster vos contenus et à mieux connaître votre audience. En conclusion, une communication digitale efficace repose sur de bonnes pratiques quotidiennes, du bon sens et une authenticité constante. Donc voilà, je vais laisser Maxence reprendre le relais. Merci Sénabou. Alors, juste pour en savoir plus sur nos formations, pour vous faire accompagner, pour connaître votre situation, enfin, valider les prérequis et déterminer un parcours de formation sur mesure par rapport à vos objectifs, vos besoins, vous avez possibilité de prendre rendez-vous directement avec nos conseillers afin d'échanger avec eux et de voir ce qui est possible de faire pour vous former. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous voyez Xavier publie dans le chat les différents éléments par rapport à la prise de rendez-vous. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton Calendly et vous pourrez directement prendre rendez-vous avec ses conseillers. Ensuite, je, je vais passer à la slide suivante. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, je vais vous présenter rapidement les formations qu'on propose donc chez Créactif. Donc, il y a cette formation qui s'appelle Créer et développer votre activité de formation. Donc là, elle s'adresse vraiment aux personnes qui sont au début de leur projet et qui souhaitent aborder tous les aspects administratifs parce que créer un organisme de formation ou une activité de formation ou même devenir formateur indépendant, ça demande pas mal de choses en termes administratifs. Donc, obtenir son NDA, aller chercher Calliope, être éligible aux différents dispositifs de financement aussi pour certains business models. Donc, le but de cette formation, c'est d'aborder déjà tous ces points-là, choisir son statut juridique aussi. Donc, d'aborder tous ces points-là et aussi d'aborder tout ce qui va être conception de formation, ainsi que comment communiquer pour trouver des clients. Donc, c'est une formation qui est certifiante
Là, vous avez tous les détails de la formation. Elle se déroule sur 35 heures et est éligible au CPF. Vous avez la possibilité de cliquer quand vous aurez accès au support. Donc, je rappelle que les supports, vous allez les recevoir à la fin de la journée et vous aurez aussi accès au replay avant la fin de la semaine. Vous pourrez cliquer directement sur le support si vous êtes intéressé par la formation, ou vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet pour regarder plus en détail en quoi consiste cette formation. Donc ça, c'est la première formation qu'on propose. N'oubliez pas que si vous vous inscrivez suite à cette journée de la création d'entreprise, vous bénéficiez de 2 heures d'accompagnement offerts pour cette formation. Donc la deuxième, on a concevoir et animer une action de formation. Là, on est vraiment sur la conception animation, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous avez une expertise, un domaine d'activité que vous maîtrisez parfaitement, mais vous n'avez pas forcément les techniques d'animation, de conception, et bah, cette formation, en fait, elle va vous permettre de créer votre formation de A à Z, d'avoir votre déroulé pédagogique, de mettre en place votre animation. Et donc, c'est vraiment aussi une formation qui va vous permettre de dynamiser vos supports, vos formations. Et pareil, elle est éligible au CPF, elle se déroule en 35 heures, donc sur 5 jours consécutifs en visioconférence. Elle est certifiante. C'est vraiment une formation pour euh, monter en compétence sur l'aspect conception et animation. Là, on a aussi une formation sur tout ce qui est la communication. La communication, donc comment trouver des clients, comment utiliser les réseaux sociaux, comment aller chercher, on va dire, des leads. Euh, donc, euh, donc cette formation, pareil, elle va vous permettre de trouver vos premiers clients, de pouvoir vous lancer, de commencer à avoir une activité et développer votre chiffre d'affaires. La la prochaine formation. Donc là, on est sur une formation qui est un peu différente. Là, on est sur une formation longue. Donc on propose le titre professionnel de formateur pour adultes. Ce titre professionnel de formateur pour adultes, c'est une formation qui est reconnue qui est RNCP. Elle fait partie des formations diplômantes. Donc là, on est sur une formation plus longue, donc de 400 heures. Cette formation, elle a lieu tous les lundis, en fait. Tous les lundis, vous êtes en formation. Et ensuite, le reste de la semaine, en fait, le but est de trouver un stage. Parce que pour obtenir le diplôme, il faut que vous puissiez faire une période en entreprise. La prochaine rentrée est en septembre prochain. Il reste encore de la place. Si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou prendre rendez-vous directement sur le lien que vous partagez, que vous aviez dans le chat. Euh, moi, là, je pense qu'on a fini avec les présentations des formations. Donc maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions sur votre activité de formation, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On viendra y répondre au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, on a une question de Jonathan Benbakir. Quelles sont les principales plateformes pour être présent en tant que freelance? Donc c'est vrai que quand on se lance en tant que formateur indépendant, on essaye de trouver des façons de communiquer, de pouvoir comment dire, se faire connaître. Est-ce que tu connais, Senabou, des plateformes qui permettent de se référencer en fait? Je sais que moi, il y a Euh, Malte. Il y a, oui, il y a Malte qui fonctionne pas mal pour trouver des formateurs. il y a Euh, Malte. Il y a les bons freelances aussi. Les bons freelances, c'est un bon site aussi. Là, tout de suite, comme ça, je ne vois pas. Mais il y en a quelques-uns. Il faut juste le taper sur Google, plateforme formateur en freelance, et vous allez avoir quelques informations. Mais Malte fonctionne bien. Moi, je fonctionne avec Malte aussi. donc ça peut être déjà une chose. Après,
Nous, je sais que chez Créactif, on met en place, comment dire, les formateurs qui viennent se former chez nous quand ils peuvent intégrer, comment dire, quand ils maîtrisent un sujet qu'on propose, donc que ce soit le marketing, la compta, la formation de formateurs. Je sais on travaille avec eux aussi. Donc c'est aussi une possibilité, donc souvent de se faire recruter par l'organisme de formation qui vous a formé. Donc je pense que c'est Nabou, tu peux Oui, témoigner de ça, parce que bah, tu as commencé, oui. tu t'es formé chez nous, J'ai- enfin, je me suis formé, j'ai fait une formation chez Créactif, effectivement, et à la suite de cela, j'ai candidaté pour être formatrice directement chez eux, et depuis, j'anime des formations et je participe aussi à des accompagnements individuels. Donc effectivement, complètement d'accord avec toi, Maxence. Euh, aussi, donc, concernant, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Alors, j'ai une question de Céline Foucault. À quel moment doit-on demander son NDA? Alors, c'est toujours une question qui est un peu spécifique parce que bah, c'est la première étape pour un formateur. C'est de demander son NDA. Donc, le NDA, il se demande quand vous avez un premier contrat avec un organisme de formation. Donc, quand vous avez un premier contrat avec un organisme de formation, une première convention de signer et que vous réalisez votre première intervention. Donc, c'est un peu parfois le serpent qui se mord la queue. C'est là où beaucoup de formateurs hésitent parce qu'ils disent, bah, j'ai pas encore de convention, c'est pas grave. Le but est de trouver une première animation. Si des organismes de formation vous disent, bah, il nous faut absolument votre NDA, vous pouvez leur dire, écoutez, bah, là, c'est la première intervention que je fais. Dès que j'aurai fait cette intervention, je vais pouvoir créer mon NDA et là, je vous enverrai tous les documents. Pour ce qui est du NDA, donc, il vous faut ce premier contrat. Il va falloir aussi l'extrait de votre casier judiciaire. Enfin, après, ce sont des choses assez simples à trouver, mais ça va être le nerf de la guerre, ça va être vraiment cette convention. Et je crois que vous avez 3 mois dès que vous avez fait votre première intervention pour envoyer tous les documents à l'Adriette qui va s'occuper après de vous fournir le NDA. Alors, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le NDA pour se former? Alors, numéro de déclaration d'activité. euh, donc, c'est obligatoire si ça devient votre activité principale. C'est-à-dire que si vous souhaitez devenir formateur à temps plein, oui, c'est obligatoire. Si aujourd'hui vous êtes consultant et que l'activité de formateur ne représente, je ne sais pas, que 10% de votre activité, on va pas forcément enfin, le NDA sera pas forcément obligatoire. Après, certains organismes de formation vont vous le demander. Donc, il faut voir si c'est des prestations de formation ou des prestations de conseil que vous réalisez. Donc, je sais pas si, n'hésite pas, Sinabou, si tu as des choses à rajouter par rapport Ouais. à ça. Euh, Lorsqu'on est professionnel dans le développement de personnel, est-ce que l'on veut proposer sa propre formation? Y a-t-il une démarche à faire? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs business models de la formation, hein. Vous êtes formateur, vous avez votre NDA, vous pouvez proposer des formations en fonds propres. Donc, quand je parle de fonds propres, c'est que bah, les personnes vont payer avec leur propre argent et ne vont pas utiliser de dispositif de financement. Donc là, vous avez juste à avoir votre NDA. Ensuite, si vous souhaitez accéder aux différents dispositifs de financement, bah là, il va vous falloir Calliope. Donc Calliope sera obligatoire si vous souhaitez proposer, comment dire, être éligible aux différents dispositifs de financement. Si vous êtes en micro-entreprise, attention, parce que quand vous êtes en micro-entreprise, il y a des choses qui peuvent être un peu plus légères, notamment Calliope. Euh, donc, si vous souhaitez proposer vos propres formations, donc Calliope sera obligatoire. Mais si vous intervenez comme sous-traitant, à l'heure actuelle, si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez profiter du Calliope de l'organisme de formation qui l'a déjà. C'est-à-dire, imaginons, vous souhaitez venir travailler chez Créactif en tant que formateur. Vous êtes en micro-entreprise. Nous, on a notre Calliope
Et donc, on peut vous permettre de dispenser des formations chez nous, car nous avons Calliope et que vous êtes en micro-entreprise. Mais dès lors que vous souhaitez utiliser euh, vos propres formations, vous souhaitez avoir vos propres clients, là, et être éligible aux différents outils de financement, bah là, il va falloir Calliope. Ensuite, pour être éligible au CPF, donc là, c'est encore une, une autre démarche administrative, parce que quand vous avez votre NDA en poche, que vous avez Calliope, donc Calliope vous permet de toucher les OPCO, donc de OPCO et d'être éligible au CPF, mais après, il faut faire une démarche auprès du CPF. On va dire que le CPF, il y a quelques années, il y a 2 ans, il était très simple d'y accéder. Très simple d'y accéder, c'était juste limite une poignée de main et vous aviez accès à la plateforme. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses. Enfin, vous avez tous, j'imagine, été appelés par des numéros de téléphone qui vous proposaient des formations en vous disant que vous pouviez utiliser votre CPF. Aujourd'hui, ils ont rendu les démarches un peu plus compliquées. Euh, donc, euh, donc, ce CPF, il va falloir faire les démarches auprès du compte formation et donc la caisse de dépôt. Et donc là, c'est quand même une démarche qui dure 3 mois. Donc ça, c'est des choses qu'on explique en formation dans le premier module que je vous ai présenté. Donc créer et développer une activité de formation. Euh, et pour pouvoir être éligible au CPF, il faut aussi avoir des formations qui sont certifiantes. Donc certifiantes, c'est-à-dire soit vous avez déposé vos propres RS, donc ce qu'on appelle des formations inscrites au répertoire spécifique, soit vous proposez des RNCP. Et donc là, ce sont des diplômes comme le titre professionnel de formateur pour adultes. Et donc là, bah, soit vous avez la possibilité de déposer vos propres RS et RNCP. Moi, je ne le conseille pas quand vous commencez Mm. parce que c'est très long. Et le temps que vous obteniez votre RS, bah, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires à moins que vous ayez un autre business model. Donc, ce qu'il existe, c'est qu'il y a des organismes qu'on appelle des organismes certificateurs. Donc, Réactif, par exemple, est un organisme de certification et propose des certifications. C'est-à-dire qu'on vous loue des certifications pour que vous puissiez les utiliser et donc les proposer. Et donc, pour être éligible au CPF, il faut que vous soyez autorisé à utiliser une certification. Alors, je regarde un petit peu parce que là, j'ai répondu à pas mal de questions dans le fil de l'eau. Euh, ta, 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 ta. Alors, là, je vois une question pour proposer un titre RNCP. Si vous êtes seul, moi, je vous propose de vous faire, enfin, il vaut mieux se faire accompagner pour débuter, parce que bah, c'est lourd, c'est très lourd en termes de travail. Par conséquent, obligatoire. Alors, est-ce qu'il est obligatoirement nécessaire d'avoir des diplômes quand on se lance en tant que formateur? Euh, je vais vous dire que non, ce n'est pas nécessaire, mais c'est fortement conseillé. D'une part, parce que bah, les organismes de formation qui vont faire appel à vos services, si vous travaillez avec des organismes de formation, vont regarder, vont vous demander votre CV, vont voir si vous avez déjà animé, vont voir si vous avez déjà, comment dire, de l'expérience dans le domaine, et donc, ou même des diplômes, même pour Calliope. Aujourd'hui, Calliope, il est important de montrer que vous avez des diplômes, car c'est dans le processus de montée en compétences. Donc Calliope, en fait, vous avez des audits. Vous passez le premier audit, et 18 mois plus tard, vous avez l'audit de surveillance. Donc cet audit de surveillance, ils vont vérifier si vous avez formé vos équipes ou si vous vous êtes formé pendant cette période pour prouver que bah, vous vous améliorez et que vous êtes dans un process d'amélioration continue de vos formations. Alors, comment valoriser nos formations dans un univers très concurrentiel, sachant que beaucoup de formations gratuites sont proposées par de nombreux organismes. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour se différencier sur le domaine de la formation, il y a beaucoup d'organismes, comme vous avez dit, dans des thématiques qui sont diverses et variées. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, des formations marketing, il y en a beaucoup. Après, il faut cibler. Donc, il va falloir que vous déterminiez vraiment qui est votre persona, qui est votre cible, à qui vous adressez, spécialiser aussi vos formations. Donc, ça peut être une stratégie, donc vraiment d'être pointu dans un domaine pour que vous puissiez former
dans ce domaine, mais le but, c'est vraiment de cibler les bonnes, les clients, de savoir à qui ressemble votre client pour pouvoir communiquer au mieux et de pouvoir faire la différence. Quand vous connaissez les besoins et les problématiques de vos clients, vous allez directement pouvoir, comment dire, proposer la formation qui sera la plus pertinente. Alors, le niveau RNCP de formateur pour adultes, je crois que c'est un niveau 4. euh, Niveau 4, donc il n'y a pas de prérequis, il y a juste, il faut être titulaire du bac pour commencer. Pourquoi? Alors attendez, je regarde encore les questions. Vous êtes pas mal à poser euh, des questions. Alors, je regarde. Je regarde parce que j'ai répondu à pas mal de choses. Qui peut accéder au RNCP? Tout organisme de formation. Après, est-ce qu'il faut... Souvent, les RNCP vont vous demander de faire les examens en présentiel. Donc, en fait, vous pouvez faire la formation à distance sur toute la durée de la formation, mais à un moment, ils vont vous demander de passer les examens parce que vous serez habilité à passer les examens, en fait. Et donc, pour passer les examens, il vous faut un lieu. Donc, c'est souvent on va dire, des organismes de formation qui ont des locaux, une salle au moins de formation pour faire passer les examens. Alors, quel statut avoir? Là, c'est très, très large comme question. Vous avez une conférence tout à l'heure sur les statuts juridiques, parce qu'en tant que formateur ou organisme de formation, tout dépend vraiment de vos objectifs, du chiffre d'affaires que vous allez générer, de votre business model aussi, de est-ce que je veux Calliope tout de suite, est-ce que je commence en micro pour tester l'activité. Donc il n'y a pas vraiment de statut euh, déterminé. C'est vraiment en fonction de ce que vous allez pouvoir euh, mettre, euh, mettre en place. Euh, Tac, 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 tac. Alors, il y a une question, comment fonctionne la location de certification chez Creactive? De quelle certification parlez-vous? Alors, chez Creactive, on propose des certifications dans différents domaines. Par exemple, on a notre certification en marque, dans tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. On a notre certification en comptabilité. Euh, on a des certifications sur la création d'entreprise. Et donc, en fait, il faut prendre contact avec notre service de certification, donc directement sur notre site internet, par exemple. Et en fait, on va vous proposer d'entrer, de devenir, on va regarder ce que vous proposez, qui vous êtes, comment vous formez. Donc ça, c'est quelque chose on va faire un petit audit avec vous, petite présentation. Et ensuite, par exemple, quand vous aurez un nouveau stagiaire que vous avez inscrit, il faudra nous le déclarer et il y aura un pourcentage qui sera pris par rapport à l'intégration de stagiaires à votre formation. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Aujourd'hui, c'est que tous les organismes de formation, enfin les organismes certificateurs fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que dans vos prix de formation, il faut réfléchir à intégrer cette partie certification. C'est-à-dire que cette certification, elle a un coût. Nous, par exemple, on, on n'a pas toutes nos certifications à nous. Si on loue des certifications à d'autres organismes, et par exemple, ça nous coûte 200 euros par stagiaire intégré. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut intégrer dans vos coûts en vous disant, OK, bah, ça me coûte 200 euros pour intégrer un stagiaire en plus. Donc dans mon prix de formation, il va falloir que je l'intègre. Alors. Alors, je regarde. Alors, qui donne des idées créatives? Alors, quand vous dites créative dans votre présentation, dans la plateforme,
Nous, je sais qu'en formation, on va vous proposer différents outils pour être créatif, mais ça sera surtout dans la présentation de vos supports. Je sais qu'on travaille avec Geniali, Canva, enfin tous ces, toutes ces plateformes qui permettent vraiment d'apporter du dynamisme aux présentations. Euh, donc, euh, donc c'est souvent des choses qu'on propose, c'est de passer par ces outils type Geniali, Canva, qui permettent vraiment de faire pas mal de choses. Euh, donc c'est surtout sur ce niveau-là. Après, sur des chaînes YouTube où je n'aurai pas forcément de réponse à ça. Alors, le portage salarial, ça peut être aussi une alternative. Donc, la question de Marianne. Donc, oui, le portage salarial, ça peut être aussi bien parce que vous pouvez profiter. Enfin, ça permet de tester en fait votre activité. Donc, de commencer à être connu sur le marché, de pouvoir avoir un contrat, donc avoir aussi une sécurité. On va dire, si vous souhaitez pas encore passer le cap de l'entrepreneuriat et de vous lancer à votre compte, le portage salarial peut être vraiment une première possibilité et de profiter aussi du Calliope d'organismes de formation. Donc ça, il faut voir aussi avec la boîte qui vous porte. Donc c'est quelque chose à vérifier aussi parce que l'entreprise qui va vous porter, entre guillemets, devra être Calliope aussi pour pouvoir que vous puissiez faire des formations par la suite. Alors, ensuite la question de Cynthia, donc est-ce que nous devons organiser les jurys nous-mêmes dans ce cas-là? Alors, tout dépend. Tout dépend des organismes certificateurs, parce qu'il y a des organismes certificateurs qui proposent souvent comment dire, de vous proposer clé en main. Donc ils vont vous dire, bon un stagiaire, ça va être tant d'euros, mais si vous souhaitez avoir accès, par exemple, à ce que on fasse ces examens, c'est quelque chose qu'on propose aussi, hein, d'organiser les examens à votre place. C'est tout à fait possible. Les organismes de le font. Après, c'est à vous de choisir, de regarder les coûts que ça peut générer, le temps surtout. Parce que si vous êtes tout seul, c'est quand même pas mal de travail. Donc, sachant que quand on est formateur indépendant, on est payé à la journée. Donc, toute journée qui n'est pas travaillée ou animée, c'est de l'argent qui n'est pas forcément euh, comment dire, c'est du chiffre d'affaires en moins, donc il faut pouvoir organiser ces journées et se dire que le temps, ça va être beaucoup d'argent. Donc plus vous passez de journées en animation, plus ça sera simple pour vous bah, de, de gagner votre vie, on va dire, et d'essayer de déléguer tout l'aspect administratif, trouver des moyens pour comment dire, ne pas vous occuper de ces sujets-là. Et pour compléter, Maxence, à cette question, je dirais que si vous devez trouver votre jury, il faut vraiment en tenir compte dans la facturation. Parce que vous devrez trouver deux ou trois personnes qui seront membres du jury et puis les payer si c'est une journée de soutenance ou deux, trois heures. Il faut le tenir aussi en compte dans la facturation. Voilà. Mm. Est-ce que je connais d'autres organismes certificateurs? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour les trouver, vous pouvez aller directement sur France Compétences, taper le domaine d'activité où vous travaillez, et là, vous aurez toutes les certifications proposées. Et à ce moment-là, vous verrez à qui appartiennent les certifications. Alors, les qualifications et expériences à l'étranger sont-elles facilement reconnues en France pour être formateur? Alors là, c'est une très bonne question. J'ai pas forcément la réponse, je vous avoue. Ça dépend vraiment des organismes de formation. Ça dépend de dans quel domaine vous allez travailler euh, et proposer des formations. Donc ça, malheureusement, j'ai pas une réponse définie dessus parce que il peut y avoir tellement de possibilités. Après, si je peux compléter, je dirais que si vous avez des certifications internationales, par exemple, type Salesforce ou PSPO pour Product Owner, là, je pense que ça pose pas de problème. Ça peut être un complément. Alors, est-ce que il y a d'autres questions?
Alors non, j'ai l'impression que j'ai réussi à répondre à presque tout. Bon, il y a des questions, des réponses qui se sont entrecoupées pour certains. Donc, il y avait une question aussi d'une personne qui me demandait si on avait des formations d'auditeurs. Alors non, on propose pas de formation d'auditeurs. Non, nous on est vraiment que sur l'aspect formation. Je dis pas qu'on le fera pas à terme, ça peut être une possibilité, mais aujourd'hui on est concentré sur le développement des compétences de formateurs ou la création d'activités de formation, on va dire pour ce qui concerne les formations pour les formateurs. Est-ce que j'ai une référence en termes de LMS? Désolé, j'ai pas eu cette question. Alors, le LMS, on a une formation aussi qui s'appelle Développer une offre de formation digitale. Donc, développer une offre de formation digitale, c'est-à-dire que bah, on vous accompagne sur tout ce qui va être de la création de votre propre e-learning et donc bah, établir votre cahier des charges pour choisir le bon LMS. Donc en fait, le LMS, c'est un peu comme le statut juridique, hein, c'est trouver chaussure à son pied. C'est de voir bah, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Est-ce que vous avez besoin d'une grosse plateforme? Est-ce que vous avez d'une petite plateforme? Il y a des LMS qui sont gratuits, comme Parcourou. Donc il y a un LMS gratuit et après vous avez des LMS qui sont payants mais qui en permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc il faut vraiment voir en fonction euh, de chaque bah, de vos critères en fait et de ce que vous recherchez. Parce qu'il existe des milliers de solutions. Bonjour, a-t-on droit au CPF quand on est auto-entrepreneur pour se payer la formation? Alors normalement, quand vous êtes chef d'entreprise, parce que auto-entreprise, vous cotisez du CPF. Euh, donc il faut vérifier sur votre compte formation normalement et vous verrez que chaque année vous aurez bah, une mise à jour et une augmentation de votre compte formation. Donc c'est à regarder. Il existe aussi quand vous êtes déjà lancé des dispositifs. Donc, ils sont plus ou moins pertinents, hein. Par exemple, pour les formateurs libéraux, vous aurez ce qu'on appelle le FIFPL, FIFPL. Mais bon, les budgets ne sont pas très élevés. Donc, c'est surtout des compléments à un budget de formation. Donc, c'est des choses qui peuvent être pertinentes. Et sinon, après, si votre organisme de formation est un peu plus gros et que vous êtes un peu plus avancé, il y a l'OPCO pour financer des formations. Alors, j'ai d'autres questions. Les prix de formation sont-ils encadrés? Alors, les prix de formation ne sont pas encadrés. Après, il faut vérifier quand même avec les certificateurs, c'est-à-dire que quand vous louez une certification, vous allez devoir donner votre tarif au certificateur qui va vous dire oui, non, peut-être. Si demain vous proposez une certification très peu chère, ils vont vous dire sûrement non. Il va falloir rester quand même dans le comment ça s'appelle Dans la moyenne. dans le marché et dans la moyenne. Donc Mm, comment mm. faire pour regarder les prix? Bah, c'est de faire étudier son marché, d'aller regarder par exemple sur le compte formation des organismes qui proposent des formations similaires et de regarder à combien elles sont proposées. Après, pour ce qui est de TJM, là, c'est une autre chose, c'est-à-dire que si vous passez par un organisme de formation et que vous leur proposez, bah moi, mon TJM, c'est tant d'euros, bah là, c'est pas encadré, vous faites ce que vous voulez, c'est vous et votre négociation, et en fonction des besoins de l'organisme et aussi de la spécialisation. On va dire que plus ça va être un sujet enfin, spécifique, plus le TJM sera élevé. Enfin, il faut pas vous dévaloriser. Formation en visio, quelle obligation? Il n'y a pas forcément d'obligation pour faire de la formation en visioconférence. Ça sera à proposer, euh, comment dire, à proposer en fonction de. Enfin, de toute façon, si vous souhaitez passer par le CPF, par exemple, vous pourrez, comment dire, ils vous demanderont si vous faites de la visio, si vous faites du mixte, si vous faites du présentiel. Donc, ce sera juste précisé là, mais il n'y a pas d'obligation. Euh,
Ensuite, le FAFCA finance des formations d'artisans. Connaissez-vous cet organisme que je découvre? Alors oui, le FAFCA, il faut voir avec eux. J'ai pas forcément les taux de prise en charge. Mais il faut regarder avec, on va dire, le FAFCA directement. Tous ces organismes de financement, souvent quand vous êtes déjà lancé, il faut les contacter, il faut aller regarder sur leur site. Normalement, vous avez tous les dispositifs de prise en charge qui vont être mis en place et ils vous diront les montants en fonction des formations. Donc, soit vous avez des formations métiers, soit des formations transverses. Et en fonction de ces formations, bah, vous aurez, comment dire, le taux de prise en charge. Bah, on arrive à la fin de cette conférence. Donc, la prochaine conférence va bientôt commencer. Donc, étant donné qu'il commence à faire un peu chaud, bah, je vous propose que vous allez chercher tous un petit verre d'eau pour la prochaine conférence. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a Xavier qui vient de republier le, comment dire, le calendrier pour prendre rendez-vous avec un conseiller pour voir plus loin, on va dire, par rapport à votre projet et bah, quelle formation pourrait être pertinente. Donc n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous. Euh, euh, Est-il possible de faire un certificat de réalisation et pas un certificat de compétence? Alors oui, après, c'est vous qui choisissez à la fin de votre formation. Si vous n'êtes pas certifié, vous pouvez faire une attestation de compétence et il n'y a pas de souci. Du moment que vous ne vendiez pas une certification, c'est-à-dire que si c'est pas une certification reconnue, vous pouvez pas proposer enfin, un certificat. Le but est de montrer qu'une attestation de présence, de réalisation, de dire que vous avez réussi enfin, fait une formation. Pauline, pour être formatrice chez Créactif, faut faire comme Senabou, en fait, faut faire une formation chez nous. Ça Non, marche bien, Pauline. en vrai, il y a pas. On vous demandera quand même une expérience de formation. Donc déjà que vous ayez déjà animé, et après c'est votre expérience, c'est votre parcours. En fait, c'est notre pôle recrutement de formateurs qui verra avec vous. Mais il y a pas, ça dépend de vous, de comment, si vous avez déjà animé. Il n'y a pas forcément de diplôme, mais après, comme j'ai dit, c'est fortement conseillé d'avoir une certification dans le domaine. Je vous laisse aller à l'autre conférence et je vous souhaite une très bonne journée à tous et peut-être à bientôt. Merci. Merci, Sénabou, à Merci, au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt.